c'est pas bon, parce que c'est quoi l'étape d'après? On est dans des enjeux qui vont au-delà juste de la simple réussite scolaire. C'est ce que j'essaie de faire passer ce soir, avec quelques exemples un petit peu techniques, comment on s'organise dans l'univers des devoirs. Et puis, dernier point avant de passer à vos questions, c'est le concept de la répartition des tâches. Dans les familles, il y a un père généralement et il y a une mère aussi. Il y a des couples monoparentaux. C'est plus compliqué. Mais dans une famille dans laquelle il y a un père et il y a une mère, eh bien, chacun des parents va être concerné. Il faut que l'enfant sache que sur certains domaines, c'est papa qui intervient, sur d'autres domaines, c'est maman qui intervient. C'est comme ça. La maman peut être forte en maths, le père est fort en thème ou le contraire. La maman est forte en collège, le papa est fort en maths. Il faut que l'enfant sache que les deux parents se sentent impliqués par rapport à lui et peuvent faire appel à eux. Il y a de rares fois, ça existe, où l'un des deux a une scolarité très compliquée et pour lui les devoirs ça leur envoie tellement de souffrance qu'il n'est pas capable de le faire. Alors dans ce cas-là, il faut décider qu'en effet, on a décidé que c'est maman ou c'est papa qui va faire les devoirs. Mais c'est un choix. C'est pas parce que l'autre ne peut pas. C'est un choix. Mais en dehors de ces cas-là, à un moment, l'enfant doit voir qu'on est prêt. Et pour cela, si on a oublié ce qu'on a appris à l'école, ce qui serait fort dommage, on reprend nos manuels et on réapprend. Il n'est pas normal qu'en tant qu'adulte, on ait oublié les fondamentaux qu'on nous a appris à l'école. C'est pas normal. Ah, il y a des personnes qui n'ont jamais aimé les maths, et pour qui c'est difficile. Ok. Alors on demande à son conjoint. Ou on fait en telle sorte qu'il y ait un tiers si véritablement personne n'est capable de le faire. Mais sinon, c'est un principe de responsabilité. Dernier point, c'est que quand je dis dernier, il y a toujours un dernier derrière, c'est ma spécialité entre autres, c'est de se rappeler que parfois nos enfants, au moment où ils font les devoirs avec nous, n'ont pas besoin de nous, mais ont juste besoin qu'on soit là pour utiliser ce moment pour nous avoir, pour eux tout seuls. Il faut savoir l'accepter, même si c'est très stressant. L'enfant dit, c'est bon, je sais. J'adore les enfants à la maison. Là. J'ai besoin de toi, avec plaisir. Non mais ne me dis pas, sinon c'est à moi de trouver tout seul. Oui, mais tu vas demander de venir t'aider. Oui, non mais... D'accord. Une fois qu'il vous l'a dit, vous avez compris. L'objectif, c'est que tu viennes. Et après, vous le voyez, à un moment, il dit, bon, alors on va travailler. Et puis au fur et à mesure, il remplit, vous n'avez même pas le temps de dire qu'il a déjà fini sa page. Attends, mais tu avais besoin de moi? Il n'avait pas besoin de nous. Il a besoin de notre présence. Quand un enfant nous demande d'être aussi présent à ses côtés, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il a besoin techniquement de nous. Et si on accepte d'être là, que si techniquement il aura besoin de nous, il fera ce qu'il faut pour que techniquement il ait besoin de nous. Et ce serait dommage. Voilà quelques axes. Je vous propose maintenant de rentrer dans des questions ultra concrètes pour ressortir d'ici, non pas juste avec une réflexion globale comme on l'a eu aujourd'hui, c'est quelques points très concrets aussi sur la manière dont ça s'élabore et sa structure, mais essayer de répondre à parfois des problématiques très très particulières auxquelles vous pouvez être confrontés. C'est à vous les questions. Allez-y. Oui, madame. Jusqu'où on doit aller quand un enfant a décidé de ne pas faire ses devoirs, au point de ne pas marquer ses devoirs sur le cahier texte, ou alors de ne pas prendre son cahier quand il y a des contrôles le lendemain. Quel âge? 8 ans. 8 ans, c'est un âge dans lequel on peut encore intervenir, clairement. Alors, la question, elle est de savoir quelle est sa place dans la fratrie. Le 4e, d'accord. Donc déjà, c'est un enfant qui est dans l'univers... Il y en a un en dessous. D'accord, donc il est dans l'univers du sandwich. Donc il ne faut pas oublier que les enfants qui sont dans les univers du sandwich, parfois, ils ont besoin d'exister. Et donc, ils trouvent un moyen parmi tant d'autres d'exister. Donc lui, il sait qu'on le connaît à la maison, c'est celui qui oublie, qui ne pas, qui ne fait pas. Donc moi, ce que je propose dans ce genre de cas, c'est pour l'instant de ne pas s'occuper de la problématique des devoirs, mais de s'occuper de lui donner une vraie place. Pour qu'il n'ait pas besoin, pour être sûr que ça, c'est pas un moyen de prendre une place. Ça, c'est déjà un premier point. Donc, à la famille de se débrouiller pour le faire. Pour qu'au père ou à la mère, à un moment, de lui donner une fonction particulière. De le prendre pour faire quelque chose de spécial. Voilà. Donc il faut que l'enfant sente qu'on lui donne une vraie place en tant que tel. On ne peut pas être obligé de prendre une place à travers le fait, on sait qui je suis celui qui au fond ne veut pas faire et oublie.
Ça, c'est déjà un premier point. Si cette chose-là ne marche pas, c'est-à-dire si on voit qu'il y a un autre enjeu, je propose l'idée suivante. Écoute, de toute façon, il faut le faire. Alors, moi je te propose, soit tu les notes, soit, et ça m'embête de le faire, parce que je ne pense pas que c'est bien que je le fasse comme ça, que j'appelle ta Mora tous les soirs pour lui demander quels sont les devoirs. Qu'est-ce que tu penses, quelle solution on prend? Donc vous lui demandez à lui de faire le choix de la solution. Il veut dire ni l'un ni l'autre, il veut dire non, c'est l'un ou l'autre. Et alors qu'est-ce qu'il répond? Bon, un soir j'ai réussi à avoir des devoirs, plusieurs soirs j'ai réussi à avoir des devoirs, et puis une fois après, il n'y aura pas le cahier, il n'y aura pas la feuille qu'il fallait remplir pour le lendemain. Alors, dans ce cas-là, on le prend, on lui demande, dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux exactement? Il faut entreprendre un dialogue avec lui à ce moment-là. C'est important de montrer à l'enfant qu'on n'est pas dupe. Qu'au fond, il y a quelque chose d'autre derrière. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que maman soit fâchée? Moi, ça m'intéresse pas d'être fâché sur toi, je t'aime trop. Enfin, je t'aime pas trop, je t'aime tout court. D'accord? Et j'ai dit cette phrase dans la double non, je t'aime trop, non, je t'aime. Parce que c'est une manière d'accentuer encore plus. L'enfant doit réaliser que derrière les enjeux qu'il cherche, maintenant, peut-être, qu'il a une difficulté très technique de savoir comment ça se gère les devoirs. Ou alors que peut-être au moment où il est fait, la maman ou le papa sont très stressants, et donc c'est ce moment-là dont il a peur. Je ne sais pas, je ne suis pas chez vous, donc je ne peux pas vous dire. Donc c'est ce genre de choses sur lesquelles, sinon, si vraiment ça ne marche pas, on dit, écoute, voilà, il faut faire les devoirs, je vois que pour toi c'est très difficile, c'est pas grave, tu apprendras ça un peu plus tard quand tu auras décidé, donc maintenant, c'est la Mora qui tous les soirs va me dire ce que tu dois faire, c'est tout. Bien lui dire, ça va venir, pour l'instant c'est pas comme ça, donc je décide en tant que. Et puis après, ben, vous gérez de cette manière-là. Autre question? Oui. Comment il faut réagir si on se rend compte que l'enfant ou même l'adolescent, au lieu de faire ses devoirs, ben en fait, il a soit caché une BD, c'est-à-dire bon, il va complètement se... Il ne les fait pas du tout. Il va les faire, mais bon, il va perdre beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Pourquoi? Parce qu'il est en train de lire une BD en faisant ses devoirs? En les faisant? Alors dans ce cas-là, on organise le moment de la lecture de la BD. Il faut dire, mais mon chéri, c'est dommage, tu lis ni ta BD, ni tu fais tes devoirs. Kiffe ta BD, mon frère. Il faut dire, mais c'est dommage. C'est dommage. BD pour BD, vis-la bien. C'est quand la personne elle dit, non, moi j'ai décidé de manger du jambon. J'ai dit, manger du jambon de Parme, si déjà. J'ai décidé de toute façon, alors allez jusqu'au bout. À un moment, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est un moment dans la vie, et c'est ce qui montre une certaine forme de souplesse. C'est-à-dire, tu veux lire ta BD, mais vas-y. C'est pas grave, tu feras tes devoirs après, je te fais confiance. Montrer qu'on lui fait confiance, tu la feras après. Tu veux pas les faire maintenant, tu préfères les faire demain matin, avec plaisir. C'est un moment, ça c'est surtout au niveau de l'adolescence, bien lui montrer, mais je sais qu'au fond, à un moment, tu vas assumer. Donc, pas la peine de te sentir, c'est pas... Maintenant, si on est dans une ambiance, je ne parle plus maintenant à vous, madame, bien sûr, mais si on est dans une ambiance un peu flicage à la maison, c'est vrai que, moi je trouve que c'est un peu dommage qu'un ado ait difficile à assumer quelque chose qui n'est pas vraiment répréhensible face à ses parents. Je préfère lire maintenant une BD. Tu peux. Il n'y a pas d'interdit majeur. Et après, je ferai mes devoirs, mais il n'y a pas de problème. Et les laisser. Ah oui, j'ai oublié ça, pardonnez-moi. Laisser les enfants s'organiser de la manière dont ils veulent au niveau de leurs horaires des devoirs, c'est aussi au niveau de leur posture. Il y a des enfants qui aiment faire leurs devoirs dans la posture, dans des postures yogi, très intéressantes, très surprenantes. On ne sait pas comment ils font. Ils sont couchés sous un lit. Moi, je vais vous faire une confidence. Moi, chez nous à la maison, il y avait un congélateur bahut. Je faisais mes devoirs couchés sur le congélateur. J'aimais bien le contact un peu frais du congélateur. Et j'étais bien, c'était dans un petit gibier, tranquille. C'est vrai que ça vous met de côté l'idée de l'univers dans lequel on est assis studieusement à sa table et tout.
Là-dessus, soyez très... Laissez-les s'organiser à ce niveau-là. S'ils ont du mal à se concentrer, est-ce qu'on peut leur conseiller de s'arrêter un peu de temps en temps et puis de... Mais c'est eux qui le disent. Non, parce qu'on voit. Qu'est-ce que vous voyez? On voit quand un enfant... Vous êtes à leur côté, vous êtes assis à côté, vous asseyez à côté et vous n'êtes pas juste assis, vous les touchez. La main sur l'épaule. Un contact physique. Les enfants ont besoin que les parents aient un contact physique avec eux, surtout leur maman. Et surtout pour les garçons. Et même si ils apprécient bien. Le contact physique est un contact, on le sait, dans une relation de couple, un contact physique est quelque chose qui permet de se retrouver dans une forme de tranquillité, de sérénité. C'est sa fonction, entre autres. Ben, au niveau d'un enfant, a fortiori. Donc là, par contre, si vous êtes à côté, n'oubliez pas, petite caresse de temps à autre. Pas, parce que sinon, on dit qu'il travaille. Si vous l'enfermez. Une petite caresse, là, un petit truc, etc., quelque chose. Un truc tout bête, c'est un truc qu'on peut faire aussi. Il faut surprendre nos enfants. Il est en train de travailler, et vous arrivez à ce moment-là dans sa chambre avec sur un plateau un morceau de chocolat, un verre de coca, que sais-je. Je présente à sa seigneurie sa petite collection. C'est une manière de dire que la cavotte, bravo. Une manière détournée. Il faut un moment aussi parce que ça les remplit. Parce que c'est une manière de leur dire bravo, je t'encourage, je suis à tes côtés, point. Parce que pour eux, c'était parfois difficile. Voilà, c'est ce que j'appellerais des petites ouvertures. La semaine prochaine, tous les enfants vont me dire qu'est-ce qui se passe, ils avaient tous avec les grands à la maison. Oui. On peut leur laisser la forme de liberté, c'est-à-dire le soir, ils vont gérer leur temps. Bon, on connaît tous les enfants, c'est une demi-heure de jeu, c'est 35, 40, 45 minutes, on gère leur temps. Et pour se coucher à quelle heure? Parce qu'on a des ados qui sont capables de se coucher à 1h du matin. Alors, il faut comprendre que, d'abord, les besoins de sommeil sont très différents. Au niveau des enfants, lorsqu'ils sont dans des petites classes, c'est-à-dire jusqu'à l'âge au moins de 10 ans, il faut être ultra rigoureux sur les heures de sommeil. Ils peuvent monter, descendre, chanter, danser. Je considère qu'à 20 heures, un enfant doit être au lit. Point. Clair. Jusqu'à l'âge de 10 ans, c'est un capital pour leur permettre d'être en classe à l'écoute. Après, ça évolue. C'est sûr que si dans la maison vous êtes toute une bande d'ados et qu'il n'y en a qu'un ou deux qui sont plus jeunes, c'est un peu plus difficile. Mais mettez-vous quand même des indications de tendance très claires par rapport à ça. Ça, c'est déjà un premier point. Les ados, à un moment, jusqu'à l'âge de 14-15 ans, il doit y avoir une extinction des feux qui va dans les zones 22h, 23h. Et là, il faut être super présent. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut se battre. C'est sûr que si ils ont eu Facebook, MSN, machin et tout avant, c'est plus compliqué parce qu'ils ont pris beaucoup de leur temps à faire d'autres choses. Ils peuvent s'organiser, mais dans un cadre. Oui, mais c'est s'organiser. Après, à partir de l'âge de 15 ans, ils sont dans une forme de liberté. Ils veulent se coucher 1h du matin, c'est leur problème, ils devront l'assumer. Oui, mais si c'est une demi-heure de devoir et 3 heures de plaisir, ils ont quel âge? Ils ont quel âge? 13, 14. À 13-14 ans, les 3 heures de plaisir doivent s'arrêter à 23 heures au plus tard. Au plus tard. Même au grand plus tard. Une demi-heure de devoir. Mais est-ce qu'ils les ont terminés leurs devoirs? Ouais. Alors très bien, Mazel Tov. Oui. Ils finissent leur devoir en une demi-heure, mais Mazel Tov. Mais ils ont 3 heures, 1 heure de jeu et 2 heures avec vous. Par exemple. Par exemple. Oui. J'ai deux questions en fait qui se posent un petit peu. Est-ce que c'est bénéfique, est-ce que c'est bien de le faire, de délaisser un petit peu à des enfants, en l'occurrence 14 ans? Oui, je répétais la question un peu plus. Oui. Est-ce que donc on peut délaisser donc, des enfants de 14 et 16 ans pour faire les devoirs des plus petits, Oui. en l'occurrence on va dire 8 ans parce que... D'accord. Donc est-ce qu'on peut délaisser des grands pour pouvoir faire les devoirs des petits? Première question. Deuxième question. Et deux, quand la petite fait les devoirs avec les grandes, comment on peut gérer? Parce que très souvent, forcément, elle tire beaucoup plus sur les... Quand la petite fait les devoirs avec les grands, c'est-à-dire que c'est les grands qui l'aident à faire ses devoirs? Ouais. Oui. La petite a tendance à beaucoup plus énerver les grands. Ça veut dire elle fait comme si elle n'est pas concentrée ou elle n'a pas envie. Parce qu'elle veut vous, hein.
Ouais, mais derrière, il y a un bébé qui hurle aussi non-stop, maman, maman, maman. Donc, Ils ont parfaitement compris comment on s'organise. Ouais, Ils connaissent leur job. Parfait. Donc je réponds sur la première question et sur la seconde après. Non, mais vous décrivez une situation normale. oui, D'accord. ouais. Donc on va voir comment est-ce qu'on gère ça d'abord dans sa tête. Première chose, c'est évident qu'à un moment, on va non pas le délaisser, mais on va proposer, on va dire, écoutez, vous préférez que je vous aide à travailler maintenant si vous avez besoin de moi, ou alors je m'occupe d'abord des autres. De nouveau, choix. Faites un choix. Écoutez, pour les devoirs, vous avez besoin que je vous donne un coup de main maintenant, ou vous êtes prêt à attendre tout à l'heure que j'ai terminé de faire avec les petits? C'est bon, occupez les petits, pas de problème. Donc déjà, il faut que ce soit, non pas vous qui avez choisi de dire, vous vous mettez de côté parce que je veux les autres, mais parce que s'il dit, non, tu peux nous aider maintenant, il n'y a pas de problème. Mais par contre, moi, honnêtement, après une journée de travail, après les cours, C'est épuisant. après tout, moi, franchement, je n'arrive pas du tout à me mettre avec les Je suis d'accord. Alors dans ce cas-là, si on est en couple, on appelle son conjoint à la rescousse et on essaie de s'organiser. Ben oui, c'est à un moment, il faut savoir à quelle période on est et comment est-ce qu'on s'organise. Je suis bien d'accord. C'est difficile. Je suis bien d'accord qu'on est dans une société chronophage dans laquelle quand un couple travaille à deux, c'est épuisant. On sait pourquoi on se bat. On sait pourquoi on se bat. Quitte à ce que vous fassiez un moment de sieste en rentrant à la maison. Oui, non, je sais, en rentrant à la maison, vous mettez un quart d'heure en micro-sieste. Oui, parfait, il faut faire ça. Et vous dites aux grands, vous vous occupez du bébé, j'ai besoin de dormir, sinon je ne pourrais pas vous aider. Après 4 filles, c'est le garçon. Oui. C'est maman non-stop. Ah ben c'est pas grave, les filles s'en occupent. Là maintenant, je ne peux pas reprendre et faire une analyse de votre cas de manière concrète, mais moi c'est ce que je proposerais. À un moment, voilà, on pose ses règles. Et au bout d'un moment, ils s'y plieront lui aussi. Donc sur la seconde question, c'est très simple. Ils sont dans une zone test. Ils sont dans une zone test, tous. Et donc vous allez leur expliquer que ça va fonctionner d'après vos règles et pas d'après les leurs. Donc vous allez les dire au bébé, il comprendra parfaitement. Tu peux crier comme tu veux, de toute façon, maman elle est occupée à ça, c'est comme ça. À un moment, les enfants comprennent. C'est pendant quelque temps épuisant, mais les enfants sont intelligents et ils comprennent qu'ils ont face à eux un adulte qui est clair, qui sait exactement comment il veut organiser les choses, et à partir de là, au bout d'un moment, ils vont se plier. Mais je l'ai dit plusieurs fois, au bout d'un moment, il y a une période dans laquelle il faut tenir. C'est clair. Mais une fois qu'on a tenu, les choses elles se mettent en place. Moi, c'est ce que je vous propose. C'est des enfants qui font leur job d'enfant. Vous êtes là, vous êtes au centre et c'est génial. Ils tombent tous autour. Ben, on dit, oh, on sectorise les choses. Votre question? Oui. Pour faire, par exemple, les devoirs, aider à faire les devoirs à des enfants qui ont presque le même âge, donc un an de différence, sans que ça pose des problèmes. Duquel il faut s'occuper d'abord ou ensemble. De nouveau, non, vous vous occupez jamais ensemble. Au niveau des devoirs, on ne s'en occupe jamais ensemble. C'est chacun à sa place. Chacun à son tour. Donc, si les deux... Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il y a une règle pour ça, c'est qu'il n'y a pas de règle. Comme on a vu, on fait des choix. On leur propose. On leur propose. Alors, bien sûr, ils vont dire tous les deux maintenant. Il n'y a pas de problème. Vous dites alors, ce soir, c'est toi en premier, demain soir, ce sera toi l'autre. C'est tout. C'est vous qui décidez. Et de manière complètement aléatoire. Non, je veux ce soir, oui, je comprends. C'est pas grave. Oui. Vous savez, tout à l'heure, lorsque vous avez dit que parfois il faut se substituer à l'enfant, par exemple, pour faire une rédaction, parfois ça pose un problème au niveau du sentiment d'injustice que cela génère chez les autres élèves. Donc en tant qu'enseignant, quelle notation adopter? Parce que quand on a par exemple une très bonne rédaction faite par le papa ou la maman, On écrit bravo, tu diras à ton papa qu'il est toujours aussi bon. les autres élèves me disent moi la prochaine fois, alors si c'est pour avoir un 18, et alors moi aussi je vais dire. D'abord, vous n'êtes pas censé le savoir. Mais les autres élèves sortent, maintenant ils savent automatiquement quel enfant va se faire particulièrement aider par. C'est vrai, mais c'est pour cela qu'au fond, c'est le travail. On sait que généralement, les devoirs faits à la maison n'ont pas du tout la même cotation que les devoirs qui sont faits en classe. C'est le problème aujourd'hui, par exemple, j'en parlais tout à l'heure à quelqu'un, des TPE, quand il y a des enfants qui vont sur Internet, qui vous prennent un TPE déjà fait, qui changent juste leur nom. Oui, on sait très bien qu'il y a des enfants qui sont... Alors pour ça c'est difficile, parce que là c'est vraiment quelque chose qui a une incidence.
Pour cela, vous pouvez parfaitement relativiser la note un petit peu, mais c'est pas grave, dans la mesure où ce n'est pas systématique. Moi, je crois que c'est juste là, 2 ou 3 fois maximum, hein, si c'est systématique, ça n'est pas possible, c'est juste pour ouvrir, parce qu'ils ont dit, commencez. Donc là, on lui met le pied à l'étrier. Mais une fois qu'on lui met le pied à l'étrier, je pense qu'en 1 ou 2 fois ou 3 fois maximum, il a compris comment ça fonctionne, et après, il veut nous appeler en tant que parent pour dire, voilà, j'ai commencé ça, est-ce que tu trouves que cette phrase, elle est bien? Alors là, on peut dire, elle est pas mal, mais tu vois, tu peux dire autrement, réfléchissons. Et au fur et à mesure, puisque vous, en tant qu'enseignante, c'est difficile de leur... J'ai pris spécialement la rédaction parce que c'est la chose sur laquelle, parfois, les enfants sont un peu démunis. Au niveau des autres matières, de toute façon, ça doit être des apprentissages, ça doit être, que ce soit l'histoire, que ce soit la géo, que ce soit la biologie, que ce soit les mathématiques, que ce soit l'anglais, c'est à l'enfant lui-même d'apprendre à apprendre. Et là-dessus, le seul point sur lequel il faut parfois avoir une guidance, c'est sur ce domaine. Et parce que normalement, l'enseignant devrait pouvoir le faire, mais parfois l'enseignant n'a pas la possibilité de le faire. Et donc, ce serait dommage qu'un enfant se retrouve en situation d'échec parce qu'à un moment, il n'a pas ouvert la porte en lui donnant un exemple extrêmement concret dans lequel il comprend comment ça fonctionne. Voilà. C'est pour ça que je limite cela, bien sûr, à l'univers de la rédaction, c'est-à-dire l'univers dans lequel il doit mettre en place son génie créatif et il ne sait pas comment ça se structure, comment ça fonctionne. Et on adopte alors la même notation que les autres élèves qui ont fait seuls leur travail? Je pense qu'on peut, à mon avis, être plus ou moins sur le même modèle parce que de toute façon, ça se retrouvera après dans l'univers des interrogations. Alors, à vous après de voir si c'est véritablement flagrant, si vous avez devant vous un texte de Gide ou de Proust, et que, oui, et là vous pouvez en effet parler au parent, écoutez, c'est bien, mais même c'est dommage de faire un texte littéraire pour un enfant de 10 ans. Parce que vraiment, c'est vers 10-11 ans qu'ils apprennent à faire ça. Non. Par contre, oui, moi je l'ai toujours dit, même aux enseignants, j'ai dit, je l'aide au début. Oui, je le fais sans doute. Et après, je lâche. Et après, c'est bon, tu te débrouilles. Et ils n'ont plus aucun problème parce qu'ils ont compris comment ça fonctionne. Bon, après, et ils se retrouvent. Oui. On peut lui prendre son téléphone et son portable? Vous me demandez est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit? Pour l'obliger, quoi, comme menace de rétorsion? S'il n'arrive pas, alors on se pose avec lui, on dit, bon écoute, dis-moi, juste réfléchissons ensemble. T'as envie que ça marche à l'école, oui ou non? D'abord, il faut juste poser l'objectif. Est-ce que tu veux que ça se passe bien? Est-ce que ça t'intéresse de passer dans la classe supérieure et d'avoir ton bac? Posons d'abord Oui? Bon, très bien. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça va dans la bonne direction? Non. Alors, comment ça se fait que ça ne va pas dans la bonne direction? Alors, mon analyse à moi, c'est que tu as un élément perturbateur qui t'empêche de. Qu'est-ce qu'on fait? Mais non, mais je te promets. Il faut dire, ok, on se fixe une deadline, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas oublier que c'est comme dans un couple.